Dans cette vidéo, nous allons parler des égalités comptables. Nous allons voir d'où est-ce qu'elles viennent et à quoi elles servent et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour essayer de comprendre notre économie moderne. Une égalité comptable, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une égalité créée artificiellement par les économistes afin de renvoyer des données du monde réel et elles sont créées afin d'être toujours vraies. Peu importe la conjoncture économique, ces égalités seront toujours vraies. On ne s'intéresse pas ici au sens de causalité, c'est-à-dire quelle partie de l'égalité va augmenter ou baisser en première, et on ne s'intéresse pas non plus aux causes qui font que cela augmente ou baisse. Ça, ce sera le rôle de la théorie qu'on verra plus tard. Les égalités se renvoient juste à une situation de fait et sont toujours vraies. C'est le plus important. Pour essayer de comprendre d'où elles viennent, nous allons raisonner à partir de circuits économiques et mettre en place des hypothèses plus ou moins fortes que nous allons enlever petit à petit. Tout d'abord, pour le premier circuit économique, nous allons raisonner avec les hypothèses suivantes. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de capital fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement, que tout repose sur le travail, et il n'y a pas non plus d'échange avec l'extérieur, c'est-à-dire que notre pays est en autocratie. C'est un peu irréaliste, mais ça nous permettra déjà de comprendre la première égalité comptable. Dans cette économie, on suppose également qu'il n'y a pas d'État, il va y avoir deux acteurs. Il va y avoir les entreprises et les ménages. Ces deux acteurs vont se rencontrer à deux endroits qu'on appelle des marchés. Le marché des biens et le marché du travail. Voyons maintenant les interactions qu'il y a entre eux. On va découper ce graphique en deux parties, la partie haute et la partie basse. Tout d'abord la partie basse. Comment interagissent les ménages et les entreprises en passant par le marché des biens? Les ménages vont dépenser leur argent en achetant des biens sur le marché des biens, argent qui est ensuite reversé aux entreprises. C'est juste de la consommation. En échange, les entreprises vont fournir le bien aux ménages. Basique. On dépense, en échange on a un bien, l'argent va aux entreprises. Maintenant la partie supérieure. On estime que les entreprises reversent tout aux ménages. Elles ne gardent pas pour elles de l'argent. Tout est reversé aux ménages sous une forme ou sous une autre. Ici, la seule forme que va prendre le retour aux ménages, c'est par les salaires. Les entreprises vont donner des salaires aux ménages parce que ces derniers leur ont prêté la force de travail. Voilà, ceci est notre premier circuit économique très basique qui reflète plus ou moins bien la réalité. On peut le contester, mais ça reflète quand même pas mal et ça nous permet de trouver la première égalité comptable de ce cours. On voit que toute la production, donc le PIB, qu'on nommera par la suite Y, correspond à toutes les richesses produites par la société. Ça, c'est la définition du PIB. Et donc, à quoi c'est égal? Eh bien, on voit que ce PIB, cette richesse, est égale à toute la consommation donnée par les ménages, à toutes les dépenses. Ces dépenses sont elles-mêmes égales à tous les revenus puisqu'on a dit que les entreprises reversaient tout aux ménages. Égale revenus. Tout ce qui part des ménages leur revient dans les mêmes proportions. Et c'est la richesse produite. Puisque tout est distribué aux entreprises. Tous les ménages consomment tout le PIB, toutes les richesses produites, et tout leur revient sous forme de revenus. On a donc PIB qui est égal aux dépenses qui est égal aux revenus. Première égalité comptable très importante de ce cours qui reviendra tout au long et qu'on utilisera tout au long de ce chapitre. Maintenant, nous allons complexifier légèrement le premier circuit économique en enlevant le fait qu'il n'y a pas de capital fixe. Il n'y a toujours pas d'État, mais ce coup-ci, on va rajouter le fait que la production dépende et du travail et du capital. On va donc rajouter un nouvel acteur. Pour cela, on va reprendre nos premiers acteurs qui sont les entreprises et les ménages qui interagissent toujours sur le marché des biens.
sur le marché du travail et on va rajouter quelque chose d'autre. Ce quelque chose, ça peut être des banques, ça peut être le marché des fonds prêtables, peu importe, c'est juste quelque chose qui permet l'échange de capitaux, l'échange d'argent, slash capitaux, voilà. On s'en fiche de ce qu'il y a dedans, on peut dire que c'est des banques parce que c'est ce qui nous semble le plus familier, mais ça peut être marché des fonds prêtables ou autre. Ou autre. Bien. Donc comme on l'a vu précédemment, les ménages consomment et donnent aux entreprises. Les entreprises reversent sous forme de salaire en rémunérant leurs salariés, donc la force de travail. Ici, on ne s'intéresse qu'au flux physique et non pas au flux monétaire et non pas au flux physique et monétaire comme avant. C'est pour ça qu'il n'y a que des traits rouges. Bien. Maintenant, on n'a pas encore utilisé cet échange d'argent de capitaux fait par les banques ou marché de fonds prêtables. Donc on imagine qu'on ne va pas tout consommer. Un ménage, imaginons qu'il reçoive le SMIC, soit à peu près 1200 € par mois, ne va pas consommer en général ces 1200 €. Il va en consommer une bonne partie, mais il va également en épargner une autre pour se protéger sur les risques futurs, tout du moins s'il en a la possibilité, et s'il en a l'envie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il va donc épargner une certaine partie. Il épargne. Tout ce qui n'est pas consommé est épargné, et tout ce qui n'est pas épargné est consommé. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas d'entre-deux. À quoi va servir cette épargne? Eh bien cette épargne va être prêtée en fait aux entreprises qui vont l'utiliser pour investir. C'est-à-dire que les entreprises vont prendre ce prêt d'argent de la part des ménages, vont aller sur le marché des biens pour acheter à d'autres entreprises. Évidemment, quand on prête à quelqu'un, on ne prête pas gratuitement. On a envie d'avoir quelque chose en retour. Sinon, ça ne sert à rien. Autant ne pas le prêter, on n'est pas des enfants de cœur. Tout du moins, c'est comme ça qu'on raisonne en économie. On ne prête pas pour rien, on prête pour avoir quelque chose en retour. Ce quelque chose en retour, ça va être les dividendes, les profits donnés aux actionnaires, par exemple. Donc c'est un retour sur investissement qu'on appelle le profit. Hop. Et qui va revenir au ménage. Au ménage. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec ce circuit économique? On a toujours que notre PIB est égal au revenu est égal au salaire. Ça ne change pas. C'est toujours vrai. Cependant, pas égal au salaire, égal au revenu, égal aux dépenses. Et on va pouvoir trouver d'autres types d'égalités. La première égalité qu'on va pouvoir trouver, c'est le fait que la richesse du pays, eh bien, c'est égal à la consommation plus à l'investissement. Effectivement, la richesse du pays, elle est achetée par quoi? Elle est achetée à la fois par la consommation des ménages et par l'investissement des entreprises. Voilà où est-ce que comment est-ce qu'est achetée la richesse du pays. On peut trouver une deuxième égalité qui est le PIB est égal au revenu, mais à quoi est égal le revenu? Le revenu, on peut le décomposer et on voit que ce qui revient aux ménages, ce sont ces flèches-là. Ces flèches-là reviennent aux ménages. Et à quoi est-ce qu'elles renvoient ces flèches-là? Elles renvoient au salaire et au profit. On a donc R qui est égal à W, la masse salariale, plus pi, grand W, plus pi, le profit. Salaire plus profit. Voilà à quoi correspond le revenu des ménages. Maintenant, on peut trouver une troisième égalité qui est Y égale R toujours, et qui est égale à C plus S, à la consommation plus à l'épargne. Eh bien oui, le revenu des ménages, comment est-ce qu'il est utilisé? Il est utilisé de deux manières, je l'ai dit tout à l'heure. Soit on consomme, soit on épargne. C'est l'un ou l'autre. Voilà comment est utilisé le revenu, C plus S. Et enfin, par construction, on sait que Y égale C plus I, Y égale C plus S, donc on a C plus I qui est logiquement égal à C plus S, puisque Y est égal à Y.
Et1. On enlève les deux C et on obtient I qui est égal à S. Ça, c'est notre dernière égalité comptable. I est égal à S. C'est-à-dire que tout ce qui est investi, enfin tout ce qui est épargné, va être investi. Et tout l'investissement vient de l'épargne. Il n'y a pas de source externe. Et on voit bien la seule flèche qui va dans le sens de l'épargne, c'est épargne investissement, l'épargne, investissement. L'investissement ne vient pas d'autre part que l'épargne. Voilà. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a que le revenu, eh bien c'est égal que le revenu national est acheté par la consommation et par l'investissement. C'est la première. On a que le revenu, ben c'est égal au salaire plus pi, plus les profits. Que le revenu national, eh bien c'est également égal à la consommation plus à l'épargne. Il est utilisé à la fois dans la consommation et dans l'épargne. Et on a que tout ce qui est épargné va être investi. Et que tout l'investissement vient de l'épargne. Maintenant, rajoutons l'état. Enlevant l'hypothèse comme qu'il n'y a pas d'état et rajoutons l'état pour voir ce qu'il se passe. Donc on estime toujours que notre pays est en autocratie, qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Donc, si on prend la première égalité, on sait que notre revenu, on va l'utiliser, enfin que le revenu national va dans la consommation et dans l'investissement. L'État, s'il consomme aussi, va se joindre à ça, c'est-à-dire qu'on peut rajouter la consommation de l'État. Il peut acheter aux entreprises pour diverses actions, pour des constructions, etc., etc. Donc on rajoute les dépenses de l'État à G. Donc on a donc Y qui est égal à C plus I plus G. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'optique de l'équilibre du marché des biens. L'optique de l'équilibre du marché des biens. Ou des services, hein, ça revient même. On comprend tout dans ce marché des biens, les biens et les services. On a donc que toute la richesse nationale, eh bien, en fait, on va l'acheter soit en consommant, soit donc par les ménages, soit les entreprises vont investir, soit l'État va lui-même acheter. Voilà. La deuxième ne change pas, État ou non, le revenu c'est toujours égal au salaire plus au profit. L'État n'a rien à voir là-dedans. C'est ce qu'on appelle l'équilibre du revenu national. L'optique de l'équilibre du revenu national. La troisième maintenant. On sait, on vient de voir que le revenu c'est égal à la consommation plus à l'épargne, plus l'épargne. On va, tout ce qui n'est pas consommé est épargné et inversement. Maintenant il faut rajouter l'état à ça. On va donc faire une petite construction qui est la suivante. On sait que le revenu disponible de l'État, enfin le revenu disponible des ménages plutôt, excusez-moi, c'est égal à YD, enfin c'est YD qui est égal à la richesse nationale moins les taxes. C'est logique. Ce qui nous reste à la fin pour consommer ou pour épargner, c'est ce qu'on avait au départ, moins les taxes de l'État. Bien. Maintenant, on va avoir Y tout seul. On va donc passer T de l'autre côté, on a donc YD qui est égal, enfin YD plus D, plus les taxes qui est égal au revenu. Le revenu disponible plus les taxes est égal au revenu total. YD c'est quoi? Le revenu disponible, ben on l'a dit, c'est C plus S, donc ce qu'on va consommer et ce qu'on va épargner après les taxes, plus les taxes, et bien c'est égal à Y. Voici notre dernière égalité. Enfin, pas notre dernière, notre avant-dernière égalité. Le revenu c'est égal à C plus S plus T. Tout ça c'est égal à Y également. La dernière se fait également par construction comme avant. Hein, on a Y égale C plus I plus G. Y égale C plus S plus T. Parce qu'on n'oublie pas que là c'est Y également. Et donc si on supprime, si on fait par construction, ça nous fait C plus I plus G est égal à C plus S plus T. On enlève les deux C, ça nous fait I plus G égale S plus T. Ça nous fait donc
si on mélange un petit peu tout ça, ça nous fait que l'épargne, eh bien c'est égal à l'investissement plus G monté. Voilà. Donc, on sait donc que toute l'épargne va être distribuée entre l'investissement et G monté. G monté, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au déficit public. Voilà. C'est-à-dire que ce déficit public, c'est quoi? C'est toutes les recettes de l'État moins, non, toutes les dépenses de l'État, excusez-moi, moins toutes ses recettes. En France, le déficit public est assez élevé chaque année. On a T qui est inférieur à G, parce que l'État engendre beaucoup de dépenses. Et donc, l'épargne va être utilisée pour financer ce déficit public. Donc, la petite précision, enfin, que j'ai déjà dit avant, mais que je vais répéter avec les exemples, ça sera plus parlant. On ne s'intéresse pas à ce qui augmente en premier ou pourquoi. C'est-à-dire que on va pas s'intéresser là ici à savoir pourquoi est-ce que si S augmente, un des deux facteurs ou les deux vont augmenter de façon à ce que ça soit de nouveau égal. Non, on sait juste que ça va le faire automatiquement, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. On ne sait pas comment va se faire la répartition entre I et entre le déficit public. Ça, ce sera le rôle de la théorie qu'on verra plus tard, la théorie classique, la théorie keynésienne, la théorie, d'autres théories je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple d'ailleurs, puisque ce sont les deux principales, les théories néo-keynésiennes, néoclassiques, etc. Là, on sait juste que l'économie fonctionne comme ça. On sait qu'on a la richesse nationale qui est égale, qui est dépensée dans la consommation, l'investissement et les dépenses de l'État, que le revenu c'est égal au salaire plus au profit, que la richesse nationale c'est égal à la consommation plus l'épargne plus les taxes, et que l'investissement c'est égal à I plus G moins T. I plus G moins T. Voilà. G moins T étant le déficit public. Et donc ces 4 égalités, ces 5 même, avec Y égale revenu égale dépense, qui est l'égalité de base qu'on avait trouvée, sont des égalités importantes à retenir, qui renvoient à peu près aux 3 formes du PIB, qui sont l'optique de l'équilibre du marché des biens, l'optique du revenu national, et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, l'optique de l'utilisation du revenu. On peut retrouver ces 3 sur le graphique, on peut les apprendre par cœur, peu importe je dirais, mais il faut les connaître, c'est très important.